Et évidemment, quand on est réanimateur, on va dire ce dont je vais vous parler, c'est de l'arrêt de traitement. L'arrêt de traitement, parce qu'on revient de loin. Et il faut, on va dire, réaliser à quel point on revient de loin. Parce que moi, quand j'étais interne, on était dans une réanimation où il fallait avoir de l'espoir. C'était très technique, pas d'intimité, une présence médicale et paramédicale permanente, et en fait, c'était fermé aux visites. Et puis, on faisait quand même des arrêts de traitement. On n'avait pas le droit, c'était la loi qui nous interdisait. Mais on le sait, puisqu'il y avait des études qui étaient quand même faites, et déjà en 2001, alors qu'on était avant la loi Leonetti, on savait que plus on rentrait de malades et plus on faisait des arrêts de traitement. Et donc, moi, j'ai connu mon patron qui me disait « continue », alors que j'étais interne, qui rentrait dans la pièce, qui fermait les rideaux, qui éteignait le respirateur sans demander quoi que ce soit à personne et qui continuait. C'était ça, les arrêts de traitement à l'époque. Maintenant, je pense qu'on a quand même bien évolué. Vous avez tous vu déjà probablement des arrêts de traitement, vous savez de quoi on parle. C'était une décision qui est collégiale, avec les paramédicaux à plusieurs, où on accompagne la famille, on leur explique et on fait des arrêts de traitement dans des bonnes conditions, où on extube d'ailleurs les gens, ce qu'on ne faisait même pas avant. Donc les arrêts de traitement, c'est vraiment notre quotidien. C'était déjà notre quotidien, mais ça l'est encore plus. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de décès qui ont lieu à l'hôpital, et particulièrement dans les soins critiques. Et un petit focus sur notre unité, juste avant le Covid, où en fait 25% des patients qui étaient admis dans l'unité décédaient après une décision de limitation d'arrêt de traitement. Et pourquoi c'est important et pourquoi je vous parle de ces arrêts de traitement à ce point-là ? Parce qu'en fait, on sait qu'il faut bien le faire. Il faut bien le faire parce qu'en fait, sinon, ça donne beaucoup d'états stress post-traumatiques ou de deuil compliqué chez les familles, chez les proches. Et donc, il faut savoir les accompagner parce qu'effectivement, la fin de vie, c'est important en réanimation, c'est une grande partie de nos prises en charge. Les deuils compliqués, le déroulement de la fin de vie en réa, on sait que, on va dire, il y a des facteurs associés à des deuils compliqués. C'est quand le patient il décède intubé. Comme je vous ai dit, c'était pas il y a 20 ans ce qu'on faisait tout le temps. Il a fallu arriver jusqu'à cette extubation. Avant, on limitait la ventilation, donc on se voilait la face, on mettait 21%, 0 de PEP, on attendait, ça durait 3 jours. Et maintenant, effectivement, on arrive à faire des choses plus rapides, où, on va dire, il n'y a pas de souffrance. Enfin, on ne rajoute pas de souffrance, à cause du délai avec lequel le patient décède. Quand le proche n'a pas fait ses adieux, c'est un deuil compliqué. Quand le proche est présent au moment du décès, c'est un deuil compliqué. Bon, le reste, on va passer, parce que femme est seule, sinon on va encore dire que je suis féministe. Ça, c'est un petit clin d'œil pour une qui est dans la salle. Après, vous voyez qu'en fait, le médecin diplômé avant 2009, ça veut dire aussi que plus on est jeune, a priori, mieux on fait. Non, j'exagère, mais les jeunes font aussi bien que les vieux, voire ils ont probablement eu des cours de communication. En tout cas, ils savent le faire. Donc, c'est pas parce que vous êtes jeune qu'il faut vous empêcher, on va dire, de prendre des initiatives auprès des proches. Au contraire. Et ensuite, l'autre manière de voir les choses aussi, c'est la satisfaction des proches sur la fin de vie du patient. Ce qui est associé à une satisfaction accrue, c'est la qualité de la communication, c'est le soutien au moment du processus décisionnel de l'acte, et c'est la présence au moment du décès, qui est en contradiction avec le fait qu'effectivement, ça peut donner des deuils compliqués. Encore une raison il faut accompagner ces familles en permanence, ça prend du temps, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais il faut du temps pour ça. Et puis c'est extuber avant le décès, et c'est tout le fait d'arrêter cette technicité qu'il y a autour du patient et de sa fin de vie. Le fait d'enlever tous les tuyaux, on a mis 20 ans à en arriver là. On a mis 20 ans à en arriver là, à accompagner avant, pendant, après. Et là, on me parle de M3, où on retourne sur la technique, on retourne sur le temps. Il faut aller vite. Alors que ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut enlever les tuyaux. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut prendre le temps d'accompagner les gens pour que l'arrêt de traitement se fasse bien et que surtout l'arrêt de traitement soit bien vécu et qu'il y ait moins de deuil compliqué, moins d'état stress post-traumatique et potentiellement, on se dit aussi moins de suicides après chez les proches. Alors, autant vous dire que j'étais complètement contre au départ. Comment je vais expliquer à une famille que là, on va arrêter et on va lui piquer les organes ? Ils vont comprendre, on le tue pour lui prendre ses organes. Dans ma tête, c'était ça. J'ai dit, mais comment je vais réussir à expliquer alors qu'on a mis tout ce temps pour arriver à faire ces arrêts de traitement correctement, en tout cas c'est le ressenti qu'on en avait, comment on va arriver à ça ? Pour moi, c'était pas possible. Et puis, on écoute quand même un peu les gens, on discute,
Et puis surtout, il y a des petites choses qui arrivent dans la vie comme ça, des petites expériences ou des petites rencontres qui font que vous changez complètement votre vision des choses. La première, pour moi en tout cas, ça a été un patient au déchocage médical qui avait fait qui avait fait un accident vasculaire cérébral. Et puis son fils voulait absolument qu'il puisse donner ses organes. Je dis, là, il n'est pas en mort cérébrale, on peut pas, on peut attendre encore un peu, mais bon, moyen. Et là, il m'a dit, vous faites pas de Maastricht, vous, à Lille? Parce qu'ils en font à Annecy. Et là, je me suis dit, ouf, on l'a échappé belle. Première fois. Et puis je me suis dit quand même, faut pas mourir idiot, il ne faut pas rester campé sur ses positions. Je suis allée à plusieurs conférences, dont une où un Parisien est venu expliquer un petit peu ce que c'était que le M3 et a commencé à me faire réaliser qu'en fait, faire un prélèvement d'organes sur mort cérébrale, c'était des fois beaucoup plus compliqué à comprendre pour un proche que prélever des organes après un arrêt de traitement où le patient il est mort. Et là, petit à petit, en discutant un peu, on s'est dit, bon allez, on se lance. Puis Guillaume était très insistant, je rigole. On avait aussi effectivement discuté depuis plusieurs années, ça avait mis plusieurs années pour aboutir au fait qu'on allait essayer, mais qu'on allait essayer dans certaines conditions. Et que la condition notamment, c'était qu'on se retrouve dans la même situation que le proche qui m'avait demandé si on faisait comme à Annecy. Donc en gros, que ce soit d'abord la famille qui demande pour éventuellement faire un prélèvement d'organes. Bon, ce jour-là n'est jamais arrivé. Et puis, j'ai eu un petit appel du professeur d'Arancy qui m'a dit « Bon, ça fait 4 mois qu'on a l'agrément, là, qui se foutait ?» Et puis, je me suis dit « Bah oui, c'est vrai, en fait, qu'est-ce qu'on fout? Il y a un moment donné, il faut se lancer. » Et puis, je me rappelle encore très, très bien, le patient, en fait, finalement idéal est arrivé, mais sa femme n'avait pas eu, on va dire, l'initiative de dire qu'il pouvait être donneur d'organes. C'était alors, je vais un peu passer outre le secret médical, mais c'était un patient qui était sur liste de greffe hépatique. Et puis, il a fait un problème cérébral grave qui fait qu'on avait décidé, au bout d'une dizaine de jours, de faire un arrêt de traitement. Et puis, je me suis dit, quand je voyais son épouse, je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais lui demander. Et là, elle m'a répondu. Quand je lui ai demandé s'il aurait été donneur d'organes, elle m'a dit, oui, mais il est tout pourri. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, donc, ce jour-là, ce fameux jour est arrivé. Et puis on s'est rendu compte que c'était quand même assez compliqué à organiser, qu'il fallait être très disponible, il fallait suivre la volonté des familles, évidemment, mais être très disponible pour eux, qu'il y avait beaucoup d'intervenants à gérer, et qu'il fallait en fait décider d'une date, d'une heure pour l'arrêt de traitement. Et finalement, c'était pas si simple. Et puis il y a ce fameux briefing, on va dire, où on se donne tous rendez-vous à la même heure pour donner les rôles de chacun. Et du côté réhab, l'extubation avant, vous voyez, il y a pas mal de monde, on prépare. Côté cannulation, on essaye d'isoler les gens, et effectivement, il y a tout le côté un peu plus chirurgical qui se met en place. Et puis après l'extubation, il faut toujours quand même un réanimateur qui soit auprès du proche, parce que la plupart du temps, ils sont là au moment de l'extubation, et ils accompagnent cette fin de vie. Et ils ne peuvent rester que 5 minutes avant qu'on puisse après rentrer du côté cannulation. Et vous voyez là ce que donne la circulation régionale normothermique avec cette grosse différence au bas, cadavérique en haut, et puis finalement chaud qui semble presque vivant en bas. Vivant. Oui, parce que depuis, on en a fait des Maastricht, je crois, quand même, à Lille. Et j'ai complètement retourné ma veste. Je suis très contente d'en faire. Mais ça a soulevé beaucoup de problématiques. Ça a soulevé problématique, quand je vous parlais des vivants, des patients vivants qui étaient autour du patient à qui on faisait un arrêt de traitement. Parce que mine de rien, ceux-là, il ne faut pas les oublier. Et on se doit encore de prendre du temps pour eux au moment où en fait, tout est concentré sur l'arrêt de traitement et du Maastricht. Les autres problématiques soulevées, c'est la décision d'arrêt de traitement, c'est les proches, les soignants et éventuellement la formation des autres centres. Pour pouvoir, on va dire, répondre à pas mal de problématiques, il y a cette étude en cours qui est l'étude CARE M3 sur l'accompagnement de fin de vie dans le cadre de prélèvement d'organes de Maastricht 3. Et ça a but de répondre aux questions des impacts sur les décisions d'arrêt de traitement, l'impact sur la pratique de fin de vie et sur l'expérience vécue par les proches et les soignants. Donc évidemment, on y participe. Il y a des premiers résultats préliminaires de cette étude qui ont été publiés sur les données concernant 8 médecins et 9 infirmiers sur leur ressenti des situations. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie problématique, c'est sur la décision d'arrêt de traitement. On se prend schizophrénique. D'un côté, l'arrêt, la décision, et d'un côté, le prélèvement d'organes. Et ça, c'est jamais bon.
Donc on se doit, en tant que réanimateur, d'être le garant de cette décision d'arrêt-traitement où jamais, jamais, le prélèvement ne doit influencer notre décision. Et ça, on doit le crier haut et fort, et ça, c'est un message très important. On ne doit pas prendre des décisions hâtives parce qu'il peut y avoir prélèvement, donc ça, c'est évident, et on ne doit pas changer notre manière de faire d'un arrêt-traitement où on accompagne bien les familles pour un prélèvement d'organes. Et ça, c'est une chose, quand vous en parlez aux réanimateurs, tous sont d'accord sur le fait qu'on est garant de toute cette procédure. Alors, pour la problématique du proche, finalement, on attend bien sûr les résultats de KRM3, mais on a l'impression vraiment que c'est quasiment un plus pour eux qu'il y a des gens qui donnent, on va dire, un sens à la mort de leurs proches via la possibilité de prélèvement. C'est maintenant effectivement quelque chose dont on commence à avoir l'habitude, donc la confiance elle persiste, elle est revenue de la même manière, mais c'est aussi des réponses auxquelles on doit, enfin des questionnements de la famille auxquels on doit répondre sur le don d'organes, sur la procédure du M3, et c'est pouvoir le fait de dire que des fois la procédure elle aboutit pas, et ça c'est vachement important parce qu'il y a des familles qui se raccrochent à finalement cette procédure. Finalement, la technique, on a réussi à la faire le plus discret possible. Vous voyez que maintenant, il y a juste les fils qui sortent en dessous de les gros tubes pleins de sang, mais effectivement un petit peu à distance du lit où est le défunt. Et on arrive encore, puisque pendant 1 heure, les proches peuvent revenir voir le patient avant, leur défunt, avant qu'il aille au bloc opératoire, ils peuvent revenir le voir en chambre, et on essaye que la technique soit la plus discrète possible. Alors, très très vite, le ressenti des soignants sur le M3 à Lille, vous voyez qu'en fait, ça a été après une petite dizaine de Maastricht 3. On a fait une petite étude locale, et en fait, on se rend compte que dans 24%, quand même, ça gêne la prise en charge des autres patients, que dans 36% des cas, c'était quasiment tous nos soignants qui ont été interrogés. 36%, elle est acceptable au vu de l'organisation du service, que 36%. Que dans 56%, ils la trouvent acceptable au vu du bénéfice attendu pour les greffés. Et 57% elle est acceptable car elle permet aux familles de trouver un sens au décès de leurs proches. Donc on a encore, on va dire, beaucoup à faire. J'attends beaucoup des résultats de KRM3 pour essayer aussi de nous améliorer. Il faut bien vous rendre compte que là, les photos que je vous ai mises, c'est effectivement en bas à gauche le service de réanimation accueillant pour tout le monde et notamment pour les proches quand on ne fait rien, puisqu'on ne travaille pas habituellement beaucoup en réanimation. Et quand on fait un Maastricht 3, vous voyez, on ne sait plus où donner de la tête tellement il y a de monde, et ça c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer pour les réanimateurs, pour les soignants, mais aussi pour les proches lorsqu'ils sont présents. Alors ça je vais passer parce que c'est effectivement quelque chose, des petites notions que les soignants sont quand même en souffrance lorsqu'ils ne peuvent pas finalement bien prendre en charge leurs patients et leurs proches comme ils le souhaitent. Et ce qui est important en fait finalement, c'est de se rendre compte que c'est prendre soin qui est important. Prendre soin, il n'y a pas de curatif, il n'y a pas de palliatif. Prendre soin, c'est le avant, pendant, après, c'est le défunt, c'est la famille, et c'est pour ça qu'on est tous soignants et qu'il faut toujours revoir, on va dire, ces certitudes, parce que c'est comme ça qu'on avance ensemble. Je vous remercie de votre attention.